Monsieur, bonjour, bienvenue à ce 8e et dernier chapitre de notre série à la découverte de l'Allemagne qui avait commencé par survoler 6 siècles de conflits en Europe avec des cartes géopolitiques animées, et les 4 autres sont en fait la montée en puissance de la Prusse, et chronologiquement la conférence d'aujourd'hui devait être la 3e avec 47, puisqu'après on est la Prusse et la Russie, on est en 53-56, la Prusse et l'Italie on est en 59, la Prusse et le Danemark en 64, la Prusse et l'Autriche en 66 et enfin la Prusse et la France en 1870. Alors tout commence un petit peu en 1707 dans cette affaire de lien entre la Prusse et Neuchâtel, et on est ravis d'avoir le directeur des archives du canton qui va nous présenter quelques documents. Alors je lui passe la parole. À noter qu'il y a 10 ans, Lionel nous avait reçus justement dans le tribunal de Neuchâtel, et les archives étaient en dessous, et à chaque fois pour présenter quelque chose, on avait la chance d'avoir les archives qui montaient dans la salle du tribunal. Chose de remarquable, merci. On revient sur notre posé. Donc la souveraineté c'est fait, là c'est en plus grand ce que tu avais mentionné en petit. Donc le Frédéric III de Brandebourg qui est devenu roi en Prusse, et puis qui devient prince de Neuchâtel. Et Lionel a évoqué cette notion d'état tampon, et j'aimerais juste faire une aparté pour le rappeler. On avait évoqué lors de la première présentation qu'on avait faite ce concept d'état tampon, qu'on a un peu tendance à oublier le concept, en sachant qu'à l'époque, on avait Neuchâtel qui était l'état tampon entre Berne et la France, mais on avait après, sous Napoléon, la Suisse, la Confédération du Rhin, qui étaient les états tampons entre l'Empire d'Autriche et l'Empire de France, et en plus, avec le Royaume de Hollande, un peu une protection de l'Angleterre, un état tampon avec la France. On a la même chose avec la République de Weimar, avec la Pologne, qui fait un peu l'état tampon avec la Pologne, et c'est là aussi qu'il faut comprendre cette notion d'état tampon qu'on a aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest, avec la Biélorussie, l'Ukraine et la Géorgie, qui posent tant de problèmes quand on commence à marcher un peu dessus. Je passe un petit peu les différents rois de Prusse qui ont passé dans la période, avec Frédéric Guillaume Ier, Frédéric II le Grand, Frédéric Guillaume II, Frédéric Guillaume III, avec un intermède, on l'a dit, avec Louis-Alexandre Berthier, qui est prince de Neuchâtel de 1806 à 1815. Et puis j'en arrive maintenant aux révolutions de 1830, et avant de passer la parole à notre deuxième conférencier, je voulais évoquer ces 3 glorieuses sous l'œil artistique, avec le tableau très emblématique d'Eugène Delacroix, dont je vous propose d'avoir une description. Cette femme, nous la connaissons. C'est Marianne, l'incarnation de la République française. Coiffée d'un bonnet phrygien, brandissant un drapeau tricolore, elle est directement inspirée de ce tableau, La liberté guidant le peuple. À première vue, on se dit qu'il pourrait s'agir de la Grande Révolution de 1789. Eh bien non, nous sommes en 1830. Alors que la monarchie est restaurée, le roi Charles X remet en cause les acquis de la Révolution. Il veut supprimer la liberté de la presse et modifier la loi électorale. Face à la violation de la Constitution, le peuple se soulève pendant 3 jours, dits 3 glorieuses, et les Bourbons sont finalement renversés. Témoin direct des événements, Eugène Delacroix est marqué par la force de ce peuple qui se soulève et en fait le sujet de son tableau. La composition est déterminante. L'action s'élève en pyramide selon 2 plans, figures horizontales à la base et verticales jusqu'au drapeau républicain. L'image est construite comme un monument. C'est l'assaut final. La foule converge vers le spectateur. À sa tête, non pas un homme, comme on aurait pu s'y attendre, mais une femme. C'est elle, la liberté. Une simple fille du peuple que la mise en scène de Delacroix érige au rang de déesse mythique.
Une femme, la poitrine dénudée, qui domine tous les hommes, c'est ça, la révolution d'après Eugène. Ses mèches en suspension sur sa nuque, sa robe qui a glissé dans le combat, sa ceinture qui flotte au vent, le drapeau qui ondule comme une flamme, tout indique sa fougue, son énergie et sa détermination. Les insurgés qui l'accompagnent sont avant tout des représentations ou archétypes sociaux, destinés à accompagner l'allégorie de la liberté. Ici, un gamin de Paris, symbole de la jeunesse révoltée. Avec son béret d'étudiant, il évoque le personnage de Gavroche, que l'on découvrira sous la plume de Victor Hugo dans Les Misérables, 30 ans plus tard. Et lui, avec son chapeau haute forme. Est-ce un bourgeois ou un intellectuel? Le pantalon large et la ceinture de flanelle désignent un artisan. Ici, cet homme porte la cocarde blanche des monarchistes et le nœud de ruban rouge des libéraux. Son tablier et son pantalon à pont nous indiquent son rang social. C'est un ouvrier. Lui, qui se redresse au passage de la liberté, est un simple paysan. Son gilet bleu, son écharpe rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau brandi par la liberté et participent à la composition chromatique de l'ensemble. Enfin, au bas de la composition, les soldats à moitié dépouillés de leurs vêtements témoignent de la violence des affrontements. On peut aussi repérer dans la foule quelques étudiants, dont ce polytechnicien aux bicornes bonapartistes ou ces grenadiers en tenue de campagne. Au loin, les tours de Notre-Dame situent l'action à Paris. Delacroix glorifie le peuple citoyen, noble, beau et grand, et témoigne du dernier sursaut de l'Ancien Régime. Ce tableau s'est progressivement métamorphosé en œuvre mythique, universelle et éternelle, au point de devenir une icône républicaine. Je trouve intéressant des fois d'avoir un autre éclairage sur les événements. Et pourquoi on parle de 1830? Parce qu'il y a eu des tentatives de soulèvement du côté Neuchâtel en 1831. On a aussi en 1832 Dufour qui est nommé quartier-maître général de la Confédération, soit chef de l'état-major, et en 1833, suite à la défaite de Bâle-Ville contre Bâle-Campagne, la Diète va le charger d'occuper Bâle avec une division. Donc on voit que les événements qui sont à Paris ont des incidences tout autour. Alors, notre deuxième conférencier, Patrice Allan-Franchini, parmi ses publications, citons Neuchâtel 1642-1942, 3 siècles d'iconographie, catalogue raisonné de l'iconographie de la ville de Neuchâtel. Je pense que ça va être le cœur de votre présentation. Je vous passe la parole. Le 7 juin 1840, âgé de 45 ans, c'est Frédéric Guillaume IV qui monte sur le trône de Prusse. Ce sera donc lui le souverain au cœur de la période que nous allons traiter, de 1847 à 1857. Suite aux événements de 1848, il déliera les Neuchâtelois de leur serment de fidélité à son égard, tout en n'abandonnant pas ses droits sur la principauté de Neuchâtel. Une congestion cérébrale va le laisser partiellement paralysé et largement incapable de discernement, et faute de postérité, c'est son frère cadet Guillaume qui assurera la régence à partir de 1858, avant de lui succéder à sa mort en 1861 sous le nom de Guillaume Ier de Prusse. On a parlé de 1848, vous avez vu à l'entrée qu'il y a un petit fascicule que Passé Simple a mis à notre disposition sur Neuchâtel, avec notamment le coup de force du 1er mars 1848. Donc il y a des exemplaires, profitez d'en prendre un si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on a passé à 48, mais il ne faut pas oublier 1847. Et en 1847, il y avait quand même un certain nombre de cantons qui ont été neutres, dont celui de Neuchâtel. Donc d'un côté, on était un petit peu inquiet des portées des radicaux, puis de l'autre côté, on était un canton protestant et on ne pouvait pas soutenir une cause catholique. Le deuxième canton, c'était Appenzell-Rhodes intérieur, qui lui avait une grande majorité de catholiques dans son canton. Et puis on oublie aussi de dire que les cantons de Bâle avaient longtemps hésité et finalement ils étaient rentrés dans le rang, mais qu'eux aussi étaient pour une certaine neutralité. Voilà.
Voilà, on a juste le temps de passer un petit film, c'est de parler de cette révolution de 1848 qui a fait couler pas mal d'encre déjà dans nos présentations. Le 27 janvier 1847, Alexis de Tocqueville prononce un discours devant la Chambre des députés. Il y dit « Regardez ce qui se passe au sein des classes ouvrières. Ne voyez-vous pas que leurs passions de poétique sont devenues sociales? Ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas équitables? Et ne pensez-vous pas que, quand de telles opinions descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables? La mise en garde est claire. Le peuple gronde, ses revendications sont nombreuses et la révolution est proche. De Tocqueville ne pouvait être plus juste. Un an plus tard, la capitale sombrera dans l'anarchie, entraînant avec elle l'Europe entière. La France va connaître différentes crises vers la fin du règne de Louis-Philippe, avec dans un premier temps une crise des subsistances. Les récoltes de 1846 sont mauvaises et provoquent un violent recul de la production de céréales et de pommes de terre. Les prix de ces subsistances, qui représentent alors la base de l'alimentation d'une majorité de la population, doublent entre 1845 et 1847. Avec l'augmentation des prix, la demande diminue fortement, ce qui force le patronat à se débarrasser d'une grande partie de sa main-d'œuvre. Le chômage fait alors des ravages chez les ouvriers. On voit apparaître des conflits entre le peuple rural, qui souhaite conserver la nourriture dans la région, et les notables, qui n'hésitent pas à l'exporter. En 1847, à Busancé, une émeute s'attaque aux notables, un propriétaire terrien est tué et des maisons de riches sont détruites. Ces émeutes se partagent par la suite à d'autres régions. 3 fauteurs de troupes sont condamnés à mort dans cette ville, ce qui attise encore les tensions. Cette crise qui échauffe le peuple est suivie par une autre qui, elle, est initiée par la bourgeoisie. Durant l'été 1847 débute la campagne des banquets. Alors cette campagne, elle désigne une série d'environ 70 banquets qui réunissent environ 17 000 convives, avec comme objectif de protester pour le suffrage universel. Ces banquets prennent rapidement une tournure républicaine, ce qui déplaît au régime de Louis-Philippe. Le 22 février 1848, le gouvernement fait interdire un banquet qui était totalement légal et qui devait alors se dérouler à Paris. Une poignée d'étudiants, d'ouvriers et de meneurs républicains manifestent contre cette décision arbitraire. En apprenant cela, Louis-Philippe aurait d'ailleurs dit « Ils voulaient un banquet, ils n'en auront même pas les miettes ». Durant la soirée, les troubles s'étendent, mais le gouvernement, qui a environ 30 000 hommes à disposition dans la capitale, ne se sent pas vraiment menacé. Le 23, toutefois, l'infanterie est incapable de rétablir l'ordre, ce qui force le pouvoir à faire appel à la garde nationale. Alors cette garde, c'est une sorte de milice citoyenne composée de citoyens capables d'entretenir eux-mêmes leur équipement. Donc principalement la petite bourgeoisie et des commerçants. En s'appuyant sur celle-ci, le gouvernement s'en remet à l'opinion des Parisiens, opinion qui ne lui est plus aussi favorable qu'au début du régime. La garde ne fait donc pas vraiment d'efforts pour établir l'ordre et se contente de protéger ses commerces. Le président du conseil de Louis-Philippe, François Guizot, démissionne dans la journée, prouvant ainsi que le gouvernement se plie aux revendications des manifestants, ce qui fait le bonheur de ces derniers. Mais dans la soirée, une fusillade éclate boulevard des Capucines et entraîne la mort de 13 manifestants. Cet événement, il transforme la manifestation en une réelle révolution. Les insurgés, ils lèvent d'ailleurs plus de 1500 barricades dans la capitale. Ils prennent ainsi peu à peu le contrôle de celle-ci, sans que l'armée, privée du soutien de la garde nationale, ne puisse s'y opposer. Le roi se refuse à provoquer un bain de sang, il préfère abdiquer le 24 en faveur de son petit-fils et quitter Paris pour tenter d'apaiser la situation. Mais les chefs républicains qui ont mené les insurgés prennent finalement le pouvoir, écartant le prince, tandis que le palais des Tuileries, abandonné à la foule, est saccagé. La deuxième république française est proclamée dès 15h et un gouvernement provisoire est établi à 20h. Il comprend 11 membres et mélange républicains modérés et républicains radicaux, ainsi que royalistes et socialistes. En 1830, le chancelier autrichien von Metternich disait « Quand Paris éternue, l'Europe s'enrhume ». Paris a éternué avec la révolution du 22 février, et effectivement, Vienne s'enrhume le 12 mars 1848. Ce jour-ci, le discours d'un nationaliste hongrois, Louis Kossuth,
elle lut devant une assemblée d'étudiants, d'ouvriers et de curieux. Cette foule, elle est exultée par le discours et elle réclame la démission du chancelier, qui est alors l'homme qui exerce réellement le pouvoir dans l'Empire depuis 1821. Le gouvernement envoie l'armée pour réprimer cette foule et fait 5 morts, ce qui provoque l'indignation générale et fait grossir l'insurrection, tandis que plus de 200 barricades sont érigées. Durant la nuit, Metternich s'enfuit de la capitale et démissionne. La nouvelle de la révolution de Vienne et l'évident affaiblissement du pouvoir autrichien encouragent les peuples qui composent l'Empire à se soulever. Les Pragois prennent les armes le 15 mars et sont suivis par les Milanais et les Hongrois le 18. Venise proclame la République le 22 mars, après s'être soulevée le 17. Le désir révolutionnaire s'étend en dehors de l'Empire. Berlin se soulève et le 23 mars, on peut lire sur ses murs « Salut à toi, peuple français, à toi notre reconnaissance. La voix du peuple a parlé au peuple, et les peuples saluent avec joie l'avenir que tu leur as dévoilé. » Mais elle n'est pas la seule. Leipzig, Holstein, Francfort et Munich l'accompagnent, tandis que le royaume de Piémont-Sardaigne, bordé par le rêve d'unification italienne, se range aux côtés des insurgés italiens pour repousser les Autrichiens hors de la région. Le peuple polonais gronde à nouveau à la recherche de son indépendance vis-à-vis de la Prusse. Et Rome, de son côté, devient une république le 9 février 1849, après que le pape Pie IX ait été forcé de fuir la ville. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne et la Norvège connaissent eux aussi quelques mouvements d'agitation et de soutien aux insurgés, bien qu'aucun n'aboutisse vraiment. Ces révolutions sont toutes libérales et nationalistes, elles réclament des libertés et la reconnaissance des nations, soit dans un objectif d'unité ou soit dans une recherche d'indépendance. L'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier, promet ainsi la mise en place d'une assemblée constituante et l'autonomie de la Hongrie, tandis que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, impulse l'élection au suffrage universel d'un parlement pour donner une constitution à l'Allemagne entière, qui aurait à terme unifié celle-ci. Ce printemps des peuples a, durant l'année 1848, un goût de victoire pour les insurgés. L'Italie semble s'unifier à travers les victoires militaires qui repoussent les Autrichiens hors de Milan et de Venise, tandis que les peuples hongrois et tchèques semblent se libérer de l'Empire. En Allemagne, le Parlement élu accouche d'une constitution et propose au roi de Prusse de devenir le premier empereur de l'Allemagne. Pourtant, en France, la première élection au suffrage universel met en place une majorité conservatrice, tandis que la République réprime par le sang un soulèvement parisien en juin 1848. Le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, fait le choix d'intervenir à Rome afin d'y chasser la République et de rétablir le pape Pie IX sur le trône de la ville éternelle. Ce même Louis-Napoléon qui sera quelques années plus tard sacré empereur des Français, écrasant par la même occasion la Deuxième République. En Italie du Nord, les armées du Piémont-Sardaigne sont définitivement vaincues par les Autrichiens le 23 mars 1849 à Novare. Son souverain, Charles Albert, est contraint d'abdiquer en faveur de son fils et évite de justesse le démantèlement de son royaume, tandis que Venise et Milan retombent sous le contrôle de l'Empire. La Russie, seule épargnée des révolutions de 1848, apporte son soutien aux vieilles monarchies et écrase à leur côté Tchèques, Hongrois et Polonais, réduisant ainsi à néant tout espoir d'indépendance. En Allemagne, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV refuse la couronne d'empereur de la Petite Allemagne que lui offre le Parlement de Francfort. Elle serait, d'après lui, déshonorée surabondamment par l'odeur de charogne que lui donne la révolution de 1848. Partout, les monarques peuvent compter sur le soutien de l'armée et des masses rurales, les habitants des villes étant encore bien moins nombreux que ceux de la campagne, tandis que les insurgés sont incapables de collaborer entre eux. Mazzini, fervent nationaliste et républicain italien et futur père de la patrie italienne, dit en 1850 « L'Europe a été ébranlée. 20 révolutions se sont déroulées. La France a brisé la monarchie bourgeoise. L'Allemagne a vu 10 foyers d'insurrection et Vienne a rugi des colères du peuple. L'empereur a fui, le pape a fui. Le drapeau qui porte liberté, droit, indépendance a flotté, et tout cela est tombé. Pourquoi la réaction triomphe-t-elle? La cause est en nous, dans notre manque d'organisation, dans l'éparpillement de nos forces. » Ce printemps des peuples laisse finalement l'amer goût d'une révolution inutile à ses partisans. En Italie, l'expression « faire un 48 »
signifie s'agiter pour n'aboutir à rien. En France, la prise d'armes révolutionnaire est discréditée, car elle a, en juin 1848, opposé les insurgés à un parlement élu par le peuple. Les élites nationalistes et libérales d'après 48 abandonnent la voie révolutionnaire pour se tourner vers le réformisme. Seuls les socialistes, portés par Karl Marx et Engels, qui publient leur ouvrage Manifeste du Parti communiste en février 1848, se détournent de la voie réformiste pour embrasser celle de la lutte des classes et de la révolution ouvrière. Cet échec n'a toutefois pas été vain. Le féodalisme est aboli dans l'Empire autrichien, l'esclavage aboli en France, et les souverains prennent la voie du libéralisme, qui, comme ils l'ont compris, devient une nécessité. Le Second Empire napoléonien, par exemple, embrassera peu à peu la forme d'un empire libéral durant la seconde moitié du règne de Louis-Napoléon Bonaparte. Les événements survenus en France ont eu un retentissement considérable. Dès que la nouvelle de la Révolution parisienne est connue, les manifestations commencent presque simultanément en Autriche, en Allemagne et en Italie. À Vienne, le 13 mars, les étudiants et les libéraux descendent dans la rue et réclament des réformes. Le mouvement prend une telle ampleur qu'il provoque la chute et la fuite du tout-puissant chancelier Metternich. L'empereur lui-même doit quitter la ville. Les minorités nationales profitent du désarroi du pouvoir. La révolte éclate à Cracovie, puis à Prague, où les Tchèques réclament l'égalité avec les Allemands. Les Hongrois menés par Kossuth obtiennent leur autonomie et le transfert de leur Assemblée nationale à Pest. Le pouvoir impérial recule partout. Dans les États allemands, dès le début du mois de mars, la foule se rassemble à Berlin, Munich, Cologne et Francfort et contraint les princes régnants à accepter des réformes. En Italie, l'agitation latente prend une nouvelle ampleur dès que les révolutions parisiennes et viennoises sont connues. Elle s'étend rapidement à tout le pays. Les princes et le pape sont obligés d'accepter les réformes. La liberté se dresse devant les souverains de l'Ancien Régime qui sont forcés d'accepter des constitutions. Le printemps des peuples a eu raison en quelques mois des régimes apparemment les plus solides. Les revendications libérales et nationales ont miné peu à peu l'équilibre instauré par le traité de Vienne en 1815. En quelques mois, l'équilibre de l'Europe semble compromis, mais les gouvernements se ressaisissent, le reflux commence. En Autriche, l'armée est restée fidèle à l'empereur, elle sera l'instrument de la répression. En juin, les troupes du général Windischgrätz bombardent la ville de Prague et l'obligent à capituler sans condition. Toute liberté politique est abolie. L'empereur Ferdinand Ier regagne Vienne. Dès le mois d'octobre, il fait intervenir son armée dans la capitale. Les combats font rage pendant plusieurs jours. La nouvelle de l'écrasement de la révolution viennoise provoque la répression dans tous les États allemands. En Prusse, Frédéric Guillaume IV met Berlin en état de siège. En Italie, les succès des libéraux et des nationalistes sont de courte durée. Dès mai 48, la réaction triomphe à Naples. Les Autrichiens regagnent du terrain dans le nord de l'Italie. Partout en Europe, la répression a triomphé du printemps des peuples. L'ordre ancien semble rétabli, l'élan des peuples brisé. En France, la Deuxième République s'achèvera par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans les États d'Europe centrale, l'abolition du régime féodal est le seul progrès réalisé. Mais les idées et les espoirs nés de ces révolutions ne vont cesser de progresser. Pour montrer la réactivité de l'époque, on a cette révolution du 22 février 48 à Paris, et on est déjà le 26, c'est l'agitation à la Chaux-de-Fonds, et puis on est au château le 1er mars. Donc il y a quand même
envie de bouger. Voilà. Le contexte de l'époque. Alors, on va voir maintenant quelle place vont prendre les événements que va nous raconter tout à l'heure Jean-Pierre. Des événements qui ont tout de même, par leur gravité, nécessité la deuxième nomination du colonel Dufour comme commandant-chef des troupes fédérales, qui sont passés quasiment anonymement à la postérité, parce que, fort heureusement, ils n'ont pas dégénéré. Il paraît cependant important d'examiner l'état de cette tout jeune Suisse de 1848 qui, à peine debout et encore chancelante, luttait pour sa survie en cet été 1849. Tout d'abord, rappelons qu'elle émergeait d'une guerre civile, que la retenue et le bon sens et la vision du général Dufour avaient réussi à circonscrire en un minimum de pertes dans un minimum de temps. L'automne du peuple suisse avait donc précédé le printemps des peuples européens. L'attention des monarchies distraites par les soulèvements de 1848 avait même offert à la Suisse un peu de sérénité pour l'écriture de sa constitution fédérale de 1848. C'est à Joseph Jung qui a écrit un livre assez volumineux d'ailleurs avec un groupe d'experts suisse-allemands qui s'appelle Unité, Liberté, Humanité, que je vais confier ces quelques lignes qui expliquent un petit peu cette situation de la Suisse. Les défis de politique étrangère et de politique de sécurité étaient gigantesques. Le jeune État fédéral n'avait encore nullement consolidé ses structures ni éprouvé ses procédés institutionnels. Problèmes et points faibles partout. Les compétences de la Confédération et des cantons n'étaient pas imbriquées. La communication entre autorités fédérales et cantonales, encore compliquée et peu fiable, était source d'erreurs, créant des tensions. On peut imaginer que tout était à faire dans cette jeune Suisse de 1848, sans toutefois que les moyens financiers suivent. J'en veux pour preuve une bourde postale qui avait rendu public un document du Conseil fédéral contenant d'importantes informations militaires pour le général Dufour. Un problème clairement identifié par le commissaire fédéral Johann Jakob Stellin, mais rejeté pour des questions financières par le Conseil fédéral. Sur le plan militaire, l'armée devait être restructurée et modernisée. Les troupes n'avaient pas encore été contrôlées en bonne et due forme dans tous les cantons. À Lucerne, les effectifs de l'équipement des contingents cantonaux ne remplissaient pas les conditions réglementaires. À Fribourg non plus. Pire, le Conseil d'État prétexta les répercussions du Sonderbund pour justifier le retard de son bataillon au service fédéral en juillet. Plusieurs militaires avaient même été reportés désertés. Par ailleurs, l'obtention d'informations dans le domaine sensible du renseignement militaire n'était pas professionnelle. Bref, le pays peinait à passer de l'ancienne fédération d'États, avec sa structure de direction modeste et son appareil administratif rudimentaire, au jeune État fédéral avec ses exigences incroyablement élevées, juste au moment où le chaos régnait tout autour de la Suisse. Parmi les sujets d'inquiétude de notre jeune pays, il y avait les mouvements des troupes aux frontières, induits par la reprise en main musclée de leur territoire par les monarchies, on l'a vu il y a quelques minutes, et durant l'été 1849, l'Autriche menace la Suisse de toutes parts. En juillet, le Conseil fédéral fut informé que les troupes autrichiennes fortes de 12 000 hommes se rassemblent dans le Vorarlberg et 30 000 autres dans les environs de Domodossola. Même si elles étaient supposées être tournées contre le Piémont, le gouvernement valaisan était en alerte. La situation évoluait fin août avec 10 000 hommes massés entre Palanza et Domodossola et 12 à 15 000 autres entre Chiavenna et Veltlin jusqu'au lac Majeur. Début septembre, les troupes de Radetzky étaient massées aux frontières du Tessin. Quels étaient ses plans? L'insécurité et la nervosité étaient totales. À la frontière nord, en juillet 1848, c'étaient les troupes de l'Empire qui étaient signalées à Geilingen et près de Ramsen. Plus inquiétant, le sud de l'Allemagne grouillait de Prussiens. Comme si la prise en tenaille de la Suisse entre troupes allemandes et autrichiennes ne suffisait pas, voilà que les troupes françaises approchaient de la frontière ouest. Autre sujet d'inquiétude, les tentatives de revanche du Sonderbund.
Les mouvements de troupes du Feldmarschall Radetzky au port du Valais à Dobrogosala faisaient craindre que d'anciens membres du gouvernement conservateur, partisans du Sonderbund dissous, ne soient tentés de prendre leur revanche en faisant cause commune avec lui. Mais l'une des questions les plus épineuses était celle des réfugiés. Les opérations militaires autrichiennes dans le nord de l'Italie provoquent en l'été 1848 l'affluence de 20 000 réfugiés au Tessin et dans les Grisons. Durant l'été 1849, la troisième révolution badoise pousse plus de 9 000 hommes, principalement des soldats, à se mettre à l'abri en Suisse, emmenant dans leur sillage les troupes de la Fédération allemande, notamment des Prussiens et des Hessois. Toujours à l'été de 1849, ce sont encore quelques 2000 réfugiés français qui s'installent à Genève. Au prorata de la population, c'est quand même conséquent. Cela soulevait des problèmes d'organisation et de logistique, car il fallait à la fois régler les questions d'hébergement, de ravitaillement et d'équipement personnel, prendre en charge les coûts, l'emploi et le regroupement familial, déjà à l'époque, résoudre les tensions générées par les frictions entre politique étrangère, du ressort de la Confédération, la politique d'asile, prérogative cantonale, et le désarmement des réfugiés qu'il fallait à tout prix empêcher de se réorganiser militairement chez nous. Et Joseph Jung de relever, ces exemples renvoient à un phénomène qui apparaît au milieu du XIXe siècle et qui marque la Suisse jusqu'à aujourd'hui. Les réfugiés politiques n'arrivent plus dans le pays individuellement ou par groupe, mais par vagues successives d'une ampleur jamais vue auparavant. Il est aussi documenté à la fin des années 1840 que des corps entiers de troupes étrangères franchissent la frontière suisse pour se mettre à l'abri. Un signe avant-coureur du passage dramatique de la frontière par la fantomatique armée Bourbaki que nous évoquerons peut-être, si on a le temps, tout à l'heure. À noter au passage que les États voisins profitaient souvent de ce flou et de notre manque de cohésion pour contourner les lois fédérales en entrant directement en contact avec les cantons, comme le fit la France avec Genève. Enfin, pression qui n'était pas des moindres, le mécontentement des puissances avoisinantes sur la politique d'asile de la Suisse. Les puissances monarchiques réactionnaires critiquaient de plus en plus sévèrement les provocations des chefs militaires révolutionnaires politiques et militaires qui jouaient au chat et à la souris en passant librement d'un côté de la frontière à l'autre du Rhin pour y mener des actions lorsque les opportunités se présentaient. En 1852, Jean-Raymond Sigismond Alfred Salignac-Fénelon, les Français pour arriver à aligner autant de choses, délégué français en Suisse, soulignait à quel point la politique suisse des réfugiés de 1848-1849 avait été une épine dans le pied des systèmes monarchiques et dynastiques. L'Europe n'avait pas oublié que certains cantons suisses avaient accueilli les révolutionnaires à bras ouverts, ce qui avait profondément blessé les gouvernements des puissances européennes. Puis de rajouter que la neutralité de la Suisse est à l'origine une précieuse garantie de paix jusqu'à ce qu'elle prenne une tournure agressive contre les États frontaliers. Je vais laisser à Joseph Jung les mots de la fin. La situation à l'été 1849 était donc particulièrement préoccupante. À l'intérieur du pays, les chefs révolutionnaires et des régiments de réfugiés recherchaient la confrontation avec les dirigeants de leur pays d'origine. Des troupes étrangères approchaient de toutes parts. En outre, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, avait une autre raison de faire de la Suisse un exemple. En effet, en l'envahissant, il désarmait non seulement les révolutionnaires en fuite, mais pouvait aussi reconquérir le Neuchâtel renégat, qui avait proclamé unilatéralement son indépendance de la Prusse lors de son coup de force du 1er mars 1848. Coup de force, donc, on a pu retrouver dans ce numéro du passé simple. Ou comme le formula le délégué de la Prusse en Suisse, Rudolf von Sido, la révolution du sud de l'Allemagne n'est pas écrasée tant que la révolution républicaine neuchâteloise contre un gouvernement monarchique allemand est tolérée. La tension était palpable, la Suisse était un baril de poudre prêt à exploser. Chaque escalade supplémentaire pouvait déclencher la guerre. Sur ce, je passe la parole
à Jean-Pierre pour cette partie des réfugiés badois. Une visioconférence avec Jean-Jacques Langendorf, et il nous parlera de l'affaire de Neuchâtel et aussi de la pensée militaire prussienne. Et puis on est dans cette guerre franco-allemande de 1870-1871 dont on a pas mal parlé. On l'a dit précédemment, c'est Guillaume Ier de Prusse, frère cadet de Frédéric Guillaume IV, qui va monter sur le trône de Prusse en 1861 et qui, suite à la victoire totale de la Prusse sur la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870, machiavéliquement orchestrée par le chancelier de fer Otto von Bismarck, à être proclamé empereur allemand le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces du Palais de Versailles. C'est donc sous son règne et sous le Deuxième Reich que va s'achever, encore à Neuchâtel, le dernier épisode de notre longue journée consacrée à la Prusse et la Suisse, avec le passage en Suisse le 1er février 1871 de l'armée de l'Est, ou en tout cas ce qu'il en reste, du général Bourbaki, gravé dans les mémoires grâce à l'œuvre du peintre genevois Édouard Castres, exposé à Lucerne. Je vais quand même vous parler 2 secondes de qui était ce brave Hans Herzog, dont on connaît quasiment rien, qui était donc le général qui a suivi Dufour, donc qui est né à Aarau le 28 octobre 1819, qui a fait ses années de formation à l'école cantonale de Aarau, 4 semestres à la faculté des sciences naturelles de l'Académie de Genève. Hans Herzog commence à travailler dans l'entreprise textile de son père Johann, officier d'artillerie dans la milice, membre dès 1852 de la Commission fédérale de l'artillerie. Il est nommé en 1860 par le Conseil fédéral inspecteur fédéral de l'artillerie, fonction dans laquelle il cumule les charges de chef d'armes, de chef de l'armement et de chef de l'administration du matériel de guerre. Mécontent du manque de préparation et du formalisme successif de l'armée, il met tout en œuvre afin de simplifier l'instruction en promouvant le maintien de l'obligation de servir et en remplaçant les exercices théoriques par des exercices pratiques sur le terrain notamment. Au vu de la menace franco-prussienne, Hans Herzog est nommé le 19 juillet 1870 général commandant en chef des troupes fédérales avec pour mission de garder les frontières suisses. En février 1871, alors que l'armée française du général Charles-Denis Bourbaki est en déroute, le Conseil fédéral prévoit la démobilisation. Herzog s'y oppose fermement et déploie son armée à la frontière pour empêcher que les troupes françaises ne pénètrent sur le territoire helvétique, entraînant à leur suite les contingents prussiens, ce qui aurait précipité la Suisse dans le conflit. On voit que rien n'a changé avec 1849 et 1857. La signature de la Convention des Verrières, conclue entre le général Herzog et le général français Clinchamp. On voit ici les 2 hommes qui se serrent la paluche aux Verrières, en permettant l'internement des troupes françaises désarmées en Suisse, préserve la neutralité helvétique. La détermination du général Herzog aura permis de maintenir la mobilisation des troupes suisses jusqu'au dénouement des hostilités, soit le 15 juillet 1871, date à laquelle Herzog se démet de son mandat auprès du Conseil fédéral. Dans son rapport final, Herzog dénoncera les graves lacunes relatives à l'équipement militaire suisse. On peut dire que c'est chaque fois le cas quand il y a une guerre, on est prêt 50 ans après. Et quand les autres démobilisent, nous on est au top du top, comme c'était pour 1945 en 1996. Après la guerre, il sera actif au sein de l'armée et jouera un rôle déterminant dans le développement des fortifications. Et 1875, il sera à nouveau promu chef d'armes de l'artillerie, fonction qu'il exercera jusqu'à sa mort. Hans Herzog s'éteint à Aarau le 2 février 1884. Alors, quelques mots sur cette convention des Verrières. Donc, article 1, l'armée française demandant à passer sur le territoire suisse déposera ses armes, équipements et munitions en y pénétrant. Ces armes, équipements et munitions seront restitués à la France après la paix et après le règlement définitif des dépenses occasionnées par le séjour des troupes françaises.
Il en sera de même pour le matériel d'artillerie et ses munitions. Les chevaux, armes et effets des officiers seront laissés à leur disposition. Des dispositions ultérieures seront prises à l'égard des chevaux de troupes. Les voitures de vivres et des bagages, après avoir déposé leur contenu, retourneront immédiatement en France avec leurs conducteurs et leurs chevaux. L'exécution de ces dispositions aura lieu en présence d'officiers français et suisses désignés à cet effet. La Confédération se réserve la désignation des lieux d'internement pour les officiers et pour la troupe, et il appartient au Conseil fédéral d'indiquer des prescriptions de détail destinées à compléter la présente convention, fait en triple expédition aux Verrières le 1er février 1871, signé Clinchamp et Herzog. Et donc on voit ici que cette convention des Verrières, rédigée à la hâte par le général Herzog, aura finalement été le modèle pour les articles 11 et 15 de la Convention de La Haye de 1907. Et puis, juste quelques mots sur les lieux de passage. Et donc, avec nos amis de l'association Bourbaki-les Verrières, on s'est intéressé à savoir où étaient passés ces 87 847 hommes, 11 800 chevaux, 140 000 armes, 285 canons et mortiers, 1158 voitures qui ont passé la frontière, en sachant qu'il y a eu 1701 morts de maladie, et puis que les statistiques, c'est pas toujours aisé à faire, et que sur les 1788, finalement, actes de décès, après vérification des doublons, on est arrivé à un chiffre final de morts de 1768. Alors on a eu 35 000 hommes, c'est là un peu les grandes photos qu'on a toujours, c'est le passage aux Verrières, donc 35 000 hommes sur les 87 000, avec 2500 chevaux aux Verrières. À Valorbe, 28 000 hommes, 4 349 chevaux et 573 voitures. À Sainte-Croix via l'Auberson, 13 000 hommes. Et finalement, par la vallée de Joux via le Rizou, 11 000 hommes. Et puis au niveau suisse, on avait 37 000 hommes pour encadrer ces 87 000 soldats, 3 540 chevaux, 66 pièces d'artillerie. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette partie au pas de charge de cette guerre de 1870 qu'on a quand même bien ressassé. À chaque fois avec un petit élément de plus qui n'est pas celui qu'on avait dit avant. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour cet après-midi. Je crois qu'on est plus poil.